L'année Villeneuve vous est présentée par Fido, le sans-fil de la race des champions. Par Molson Dry, une bière sans arrière-goût pour un monde sans arrière-goût. Et par Honda, conçue et construite sans concession. Cette émission est une présentation du service des sports de Radio-Canada. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive Jacques Villeneuve! On peut dire que 1997 a vraiment été l'année de Jacques Villeneuve. À sa deuxième saison seulement en Formule 1, par sa force de caractère, sa fougue et sa détermination, il remporte le titre de champion du monde. Il est arrivé en Formule 1 en 1996, avec en poche le titre de champion de Formule Indy, une victoire aux 500 000 d'Indianapolis et un nom célèbre, Villeneuve. Mais rapidement, il a imposé son prénom et décroché le titre dont son père a rêvé jusqu'aux derniers instants de sa vie. Adulé par ses admirateurs et critiqué par l'establishment de la Formule 1, Jacques Villeneuve est un héros moderne, libre de ses opinions, un personnage attachant et en même temps un brin mystérieux. Depuis sa victoire à Jerez, les honneurs ne cessent de pleuvoir sur Villeneuve. Il a reçu récemment le trophée du magazine Autosport et celui du magazine italien Autosprint à titre de meilleur pilote de Formule 1. C'est cet homme, devenu une star internationale un peu malgré lui, que nous tenterons de mieux vous faire connaître dans cette émission que nous avons intitulée « L'année Villeneuve ». Une année qui a commencé par une pole position à Melbourne, en Australie. Jacques Villeneuve a cette année gagné le championnat du monde de Formule 1 en gardant la foi jusqu'au bout. La foi en son talent quand l'erreur l'a fait mal paraître. La foi en ses moyens quand les adversaires l'ont dominé. La foi en sa valeur quand même de lui, ses patrons ont douté. Williams, l'écurie référence, celle par qui Jacques devait triompher, c'était écrit. Le vice-champion du monde allait devenir le champion. La FW19, sa complice de route, allait l'y mener. La victoire devenait le résultat normal d'un travail programmé dès la saison dernière. Mais une écurie s'est dressée sur ce chemin trop droit. Ferrari, aux ambitions sans cesse grandissantes par la présence écrasante du pilote référence en Formule 1, Michael Schumacher. Jamais cette saison, Schumacher et Villeneuve ne se sont retrouvés sur un podium ensemble, pas une fois. Et pourtant, le duel au sommet qu'ils se sont livrés aurait mérité qu'ils s'y retrouvent ensemble, tant ils ont été grands dans leur combat. L'histoire, égoïste de toute manière, retiendra le résultat, le nom de celui qui est devenu champion, Jacques Villeneuve. Mais c'est elle, la manière, qui a donné à cette saison toute sa force. Jacques s'est rendu compte dès Melbourne au premier Grand Prix que le scénario devrait être retouché. Dans cet accrochage prémonitoire avec Eddie Irvine, toute l'intensité de cette guerre des nerfs de laquelle Williams n'a failli pas se remettre. Ferrari a fait douter Williams, Schumacher a fait douter Villeneuve. Jacques s'est fié à ses succès sud-américains pour se persuader qu'il avait toutes les chances. Mais déjà au Brésil, la réalité l'a rattrapé, quand il se faisait surprendre par Michael Schumacher au point d'en perdre la trajectoire de course dans le premier virage. Il avait fallu l'intervention d'un tiers, en l'occurrence Rubens Barrichello, calé sur la grille pour que Jacques puisse repartir. Les rouges s'éteignent et on roule à nouveau au circuit Carlos Pache. Villeneuve, on regardait Schumacher encore. Schumacher par l'intérieur, même chose et encore plus facile semble-t-il. Villeneuve, par contre, réussit de justesse à s'accrocher à sa deuxième position. Quand il a pu dépasser Schumacher à la fin du deuxième tour, il a compris qu'il avait échappé belle, mais ne se doutait peut-être encore pas que la chance, cet allié indésirable, l'aiderait cette saison. En Angleterre, en Autriche, au Luxembourg, Jacques a battu Michael sans jamais avoir pu le défier. Schumacher pris au piège d'une mécanique défaillante à Silverstone.
d'un drapeau jaune assassin à Zellweg, d'une Jordan en perdition au Nürburgring. Autant de points manqués par le pilote allemand dont Jacques a profité. Des points qui l'ont gardé dans cette course au championnat que Michael Schumacher avait décidé de mener, crânement, dans une F310B pas tout à fait au point, mais dans une écurie diablement efficace. Williams n'est pas à l'aise quand une autre écurie ose la narguer. L'opposition directe la dérange, l'oblige à se remettre en question et elle en a horreur. À Monaco, le piège s'est refermé sur elle. Ferrari a réagi quand Schumacher a compris. Williams n'a pas réagi et a perdu son pari. En pneus secs, sous la pluie, Jacques a sombré. En Belgique, la voiture de sécurité est venue tout gâcher. Ferrari savait ce que la direction de course avait choisi de faire. 4 tours au ralenti ont ruiné les efforts des écuries en pneus pluie. Williams en faisait partie. Williams en eau trouble par les erreurs de stratégie, par les problèmes mécaniques, par les écarts de conduite. Jacques Villeneuve, pilote numéro 1 à sa 2e saison. Hors piste, la volonté de s'affirmer dans ses propos. Son opinion, pour le moins tranchée sur les nouveaux règlements, a gêné la Fédération internationale de l'automobile. Ce qui est important, c'est lorsqu'on parle, c'est de passer un message. Il faut trouver le meilleur moyen de passer ce message et de le passer intellectuellement. Donc c'est sûr qu'en disant des grossièretés, c'est peut-être pas la meilleure manière de toute façon. Sur la piste, l'obligation de ne pas fauter. Difficile à gérer. À Montréal, la sortie a été théâtrale, insupportable, mais plus navrante qu'inquiétante. Au Japon, point de sortie, mais un écart ô combien plus mesquin parce que défiant la loi, immédiatement sanctionné par la FIA. Jacques a voulu par lui-même juger, alors qu'il ne devait qu'obéir. Lui reprocher, c'est ne pas le connaître. Jacques a couru au Japon quand même pour gêner Schumacher, pour lui dire qu'au terme de cette saison de misère, il se battrait jusqu'au bout. Le championnat ne s'était pas donné comme il l'aurait souhaité, il irait le chercher dans le dernier Grand Prix de la saison. Après la pause, donc, des témoignages sur le champion du monde, Jacques Villeneuve. Reste. Reste. Tu restes. Reste. Pour Noël, Fido vous fait un cadeau. Il vous offre l'appareil Nokia à seulement $100, ainsi qu'une puce d'une valeur de $50, gratuite. Oui, Fido se fait beau pour les fêtes, parce que c'est vous le maître. Voici une nouvelle qui va vous enchanter. C'est l'événement Révolution du Nouvel An chez Honda. Pour une durée limitée, profitez d'un taux de financement de 3,8% sur nos fougueuses berlines et hatchback Civic. Aussi, 3,8% sur la spacieuse Odyssée, la CR-V superbement équipée ou encore la CR-V édition spéciale. L'événement Révolution du Nouvel An chez Honda. Hâtez-vous, la fête est déjà commencée. Pour les fêtes, Eaton vous souhaite de joyeux rabais et de bonnes idées. Obtenez l'un de ces ensembles cadeaux Calvin Klein de 5 articles à seulement $40. À l'achat de $50 ou plus de produits L'air du temps de Nina Ricci, obtenez cette prime de 3 articles. À l'achat de $54 ou plus de produits So de la Renta, cette prime de 5 articles. Et avec tout achat de fragrances Lancôme, cette prime de 4 articles, une exclusivité Eaton. Laissez-vous emporter par la magie des fêtes. Chez Eaton. Chez Canadian Tire, le magasin de pièces d'auto du Canada, nous vous en offrons toujours plus, comme notre programme de prêt d'outils gratuit. S'il vous manque un outil spécialisé, venez à notre comptoir de pièces. Nous en avons un bon choix que nous vous prêterons gratuitement. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez apporter vos tambours ou vos disques de frein à n'importe quel comptoir de pièces de Canadian Tire pour les faire usiner par un de nos experts. C'est très pratique et vous savez que le travail sera bien fait. Canadian Tire, le magasin de pièces d'auto du Canada en mieux, beaucoup mieux. C'est tout à qui, là? Marcel. Marcel! Il y en a qui feraient n'importe quoi pour animer leur party des fêtes. Mais cette année, pensez à Molson Mix. Dans chaque caisse, vous trouverez 6 fiches de jeu gratuites pour animer vos parties. Aucun achat requis, 18 ans et plus.
Jacques Villeneuve fait partie d'un cercle très, très restreint, très fermé, celui des pilotes de Formule 1. Un cercle ultra protégé. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se vanter d'en approcher. Mais en plus, Villeneuve est difficile d'approche dans sa vie privée. Et rares sont ceux qui peuvent se vanter d'être un ami de Jacques Villeneuve. Il y en a quand même quelques-uns. On en a rencontré plusieurs au cours des récentes semaines, des gens connus, des vedettes. Mais ce qui est intéressant aussi, Jean, et ça je l'ai découvert au cours des entrevues, c'est que non seulement les vedettes veulent se rapprocher de Villeneuve, après tout c'est normal, c'est un gagnant, on veut s'entourer d'un gagnant, mais que Villeneuve lui-même aime faire les premiers pas pour aller vers des vedettes. En anglais, on dirait que c'est un petit groupie. Par exemple, il a rencontré par hasard Roch Voisine dans un restaurant, vous allez le voir. Voisine lui-même va vous le dire, c'est Villeneuve qui s'est approché de Voisine. Et plusieurs autres, Luc de la Rochelière qu'on va rencontrer aussi, Céline Dion plus tard dans l'émission, tous ces gens-là veulent s'entourer de Villeneuve, veulent être autour de lui pour pouvoir dire « j'ai rencontré le champion ». J'ai eu la chance de connaître un gars qui s'appelle Jacques Villeneuve, qui est maintenant champion du monde, et à quelques occasions, j'ai vécu des moments privilégiés, d'avoir été invité par Jacques, entre autres, chez lui, au moment où il courait en Indy, à Indianapolis, d'assister aux 500 000 d'Indianapolis, donc d'assister à sa victoire aux 500 000. Alors, pour moi, ce sont, je répète, des moments privilégiés. Alors, si c'est ça d'être un ami, oui, je suis un ami, sinon je suis un spectateur privilégié. Il y a des centres d'intérêt, bien sûr, qui sont en dehors du monde de la Formule 1, qui sont entre autres la musique, l'informatique. Moi, je sais, et de plus en plus de monde le savent qu'il est un crack d'informatique. Moi, je connais rien d'ordinateur, mais c'est un bon conseiller. C'est un gars avec qui j'ai déjà débarqué dans un magasin d'électronique et que les vendeurs qui avaient une certaine prétention parce qu'ils connaissaient tout, étaient la face longue comme ça. Ben là, monsieur, ça, on ne l'a pas reçu encore, mais on a entendu parler dans un magazine, alors que lui, il savait très bien tout ce qui se passait là-dedans. Alors, il y a des centres d'intérêt, je vous disais, qui sont autres que celui simplement du monde de la Formule 1. Et entre autres, il aime beaucoup le hockey. Alors, c'est pour ça qu'il aime ça connaître des gars comme Danfous, Brisebois, Quintal. Il aime le hockey, on aime la course automobile. On n'a pas été à l'école avec, on n'a pas grandi avec. C'est pas un ami là, que ça ne peut pas toutes les semaines. C'est une connaissance comme ça. Puis on a eu la chance cette année, moi et Vincent, d'aller le voir à Barcelone. Puis l'année passée, Patrice était allé en Hongrie le voir. Avoir la chance d'aller en Europe comme ça, c'était vraiment exceptionnel. Là. Tout le temps m'a rappelé, Greg Pollock avait dit « Tu devrais venir plus souvent ». Il dit « Je pense que Jacques aime ça quand il y a des amis du Québec qui viennent le voir en Europe ». Je ne sais pas si ça lui faisait une source de motivation, mais je pense qu'il était prêt. Puis ce Grand Prix-là, ça va être gravé dans ma mémoire à toujours. Il aime être tranquille. Tu vois que quand il a une chance de sortir de ça, il est solitaire, puis il aime avoir son temps. Lui, il est tellement dans le public qu'on pense que c'est... Dans le hockey, les journalistes ici à Montréal, il y en a beaucoup, mais quand tu vois c'est quoi la grosseur de la Formule 1, puis c'est mondial, puis les journalistes qu'il y a là, c'est incroyable. Il y en a 200-300 qu'on a vu en Espagne, puis il n'y a pas un moment de répit. Le monde attendait son arrivée au Centre Molson. Je pense pas que Jacques s'attendait qu'aussi grosse ovation que ça. Il savait qu'il était suivi beaucoup par les Québécois, mais il a réalisé cette soirée-là que c'était vraiment gros la Formule 1 pour les Québécois, puis qu'il était rendu un des plus gros athlètes qui avait commencé au Québec. Quand tu commences une carrière, tu t'attends, c'est ton rêve de remporter un championnat ou une Coupe Stanley, des choses comme ça, mais je me rappelle quand on a gagné la Coupe Stanley, moi et Vincent, on était, je sais pas, sur le party où on faisait des promotions, des choses comme ça, mais on disait que pourquoi on est ici, là, des fois, on dirait que c'est peut-être 2-3 mois après, c'est vrai, on est champion de la Coupe Stanley, puis je pense pour Jacques, ça va être la même chose, peut-être 2-3 semaines après, il va pas réaliser qu'il est vraiment champion du monde. C'est un maniaque de musique, il a une collection incroyable, entre autres de compact disques. Alors, pour lui, je suis certain de rencontrer un gars comme Roch Voisine, ça devait être un rêve réalisé. C'est drôle de penser que Jacques Villeneuve, qui pour nous autres est là, bien pour lui, Roch Voisine, c'est un exploit de le rencontrer. On était au même restaurant ici à Montréal. C'était le lendemain de son gros party au Centre Molson. Et puis, on était tous les deux au même restaurant. Et c'est lui qui était avec son entourage dans un coin, qui a demandé au maître d'hôtel de me rencontrer, au moins de me dire bonjour. Donc, j'étais très... wow! Je m'attendais pas à ça, vraiment. Je savais qu'on m'avait dit qu'il était dans le restaurant. Je me suis dit, je vais aller lui dire bonjour en sortant.
Donc, je suis arrivé, je me suis levé, je suis allé lui dire bonjour. Il était là avec son entourage. Et puis, ce qui frappe quand on voit Jacques Villeneuve, un peu comme toutes les grandes stars, c'est que on a une image immense. On voit les gens plus grands, plus gros qui sont. Et puis, Jacques, c'est quelqu'un de, à la limite, un peu timide, réservé. Ce qu'on remarque aussi chez Jacques, c'est ses yeux. Je connais Jacques depuis 2 ans et demi. On s'est rencontrés au départ, il était en Formule Indy à l'époque. En fait, c'est la saison où il a gagné le championnat de Formule Indy. Puis, je te dirais comment il est, Jacques, en dehors. Moi, je pense qu'il est exactement comme les gens le voient en général. Je pense que c'est pas quelqu'un qui a une double personnalité. C'est quelqu'un, je dirais, très fidèle à ses amis, à ses anciens amis aussi. Donc, je pense que c'est pas quelqu'un qui est double. Je pense que c'est quelqu'un qui est, comme les gens le voient, c'est comme ça qu'il est. Quand il vient ici à Montréal, ou qu'il parle à un journaliste de Radio-Canada, il peut toujours dire « Bye bye les Québécois, je vous aime, je vous adore ». Mais quand il est en dehors, qu'il est loin, qui donne une entrevue pour un autre journal, pour un autre magazine, pour une autre station de télé, qui n'a rien à voir avec le Québec, et qui dit dans ce temps-là, je suis Québécois, mon arbre favori, c'est l'épinette ou l'érable. Là, tu te dis, bon, ben, ça ment pas, ça. J'ai l'impression qu'il assume bien ces deux côtés. Je pense qu'il se sent au départ, ouais, je penserais bien qu'il se sent au départ quand même, c'est ça Québécois, parce que toujours... je sais que, bon, Jacques est un fan de Beau Dommage. D'abord, je dois vous dire que je suis très surprise. Je ne savais pas du tout qu'on était un des groupes préférés de Jacques. Je suppose que quand nous, Beau Dommage, on jouait au tout début de notre carrière, peut-être qu'il conduisait des autos pour enfants, mais sûrement pas des Formule 1. Par contre, c'est très vrai que je suis parmi une... de ceux et de celles qui se sont levés très tôt le matin pour regarder Jacques Villeneuve courir. Et moi qui n'ai pas de lève tôt, j'ai fait un petit effort et le 26 octobre. Alors là, Jacques, je te dis, le 26 octobre, je me permets de te tutoyer. J'ai levé ma tasse de café à ta santé. On était toute une gang, on déjeunait ensemble et on t'a regardé gagner avec plaisir. Le dernier Grand Prix de la saison 97, la grande finale à RS, le Grand Prix d'Europe, a vraiment été une course grandiose et fascinante. D'abord, il y a eu cette triple égalité aux qualifications, et ensuite la course entre les deux grands rivaux, où Villeneuve s'est couvert de gloire et Schumacher de honte. Et vous avez été, Daniel, l'un des privilégiés qui a pu assister à ce week-end. Jean, vous avez raison de dire que c'est un privilège. Ce fut un week-end mémorable à plusieurs points de vue. D'abord à cause de la course, à cause de Villeneuve et Schumacher, comme vous l'avez dit, mais aussi à cause de toutes les intrigues qui étaient autour de ce Grand Prix. On n'a qu'à penser à Eddie Irvine, qui, dès le début des essais libres vendredi, voulait mettre les bâtons dans les roues de Jacques Villeneuve, voulait le déconcentrer totalement. Mais il y a aussi les observateurs avertis de la course de la Formule 1 sur place, qui étaient hyper nerveux. On pense à Bernie Ecclestone, on pense à Max Mosley, le président de la FIA, on pense à tous les anciens pilotes comme Jackie Stewart ou Alain Prost. Tous ces gens-là, Jean, étaient là, sur la pointe des pieds, à partir du vendredi, et plus on approchait de la course dimanche, on sentait cette espèce-là de nervosité, mais très agréable, très intéressante. Alors, je vous ai résumé les 3 jours importants de ce week-end, et même le jeudi, lors de la première conférence de presse qui mettait en place les 2 grands protagonistes, Schumacher et Villeneuve. Dès son arrivée en Espagne le jeudi après-midi, on s'est vite rendu compte que Jacques Villeneuve n'avait qu'un objectif en tête, la victoire, et que Michael Schumacher n'avait qu'à bien se tenir. Bonjour Jacques. Comment ça va? Très bien, merci, oui. Pas trop nerveux? Pas du tout. Même pas pour la conférence de presse? Bon, c'est le plus facile du week-end, ça. C'est vrai? Schumacher s'est pointé en retard pour cette fameuse conférence de presse mettant en présence les 2 grands protagonistes de cette dernière épreuve de la saison. Pendant que Villeneuve s'adressait déjà aux journalistes, et ils étaient légion, Schumacher, lui, sous des allures relaxes et débonnaires, ne semblait pas vraiment savoir où donner de la tête. Ta relation avec Michael, comment est-elle? Ben, j'ai aucune relation avec Michael. On se voit au circuit, c'est à peu près tout, et on se serre la main. À part ça, je ne sais pas, c'est le pilote contre lequel je suis en train de compétitionner, je suis en train de me battre. Et là, c'est la dernière course, donc tout le travail de l'année est misé là-dessus. Un autre joueur devait tenter de voler la vedette durant les essais libres, dans le but évident de déconcentrer Villeneuve. Eddie Irvine, le coéquipier de Schumacher chez Ferrari,
est presque arrivé à faire perdre les pédales au fougueux Jacques, qui lui a d'ailleurs dit clairement sa façon de penser. Est-ce que tu peux nous résumer et nous décrire ce qui s'est exactement passé entre toi et Eddie Irvine ce matin? Il s'est passé quelque chose? Ben, rien de spécial. Ça fait juste 4 fois entre hier et aujourd'hui qu'il m'attend et qu'il me bloque lorsqu'il décide de rentrer au puits. Donc c'est un jeu psychologique bête et stupide qu'il est en train de faire, donc je suis juste allé lui dire de se calmer. Est-ce qu'on peut dire maintenant que la moutarde commence à te monter au nez? Non, mais ça montre juste jusqu'à quel point Irvine est capable d'aller pour jouer sur le championnat, pour aider Michael, et donc il faudra faire attention à lui pendant la course. Tu tombes pas dans le panneau, donc tu te laisses pas... Non, après ça, je suis en train de rire. C'est un clown et il faut juste en rire. Anyone who says Villeneuve deserves the championship more than Michael is French-Canadian. It's simple. Le samedi aura donné lieu à une séance de qualification historique et mémorable à souhait. Villeneuve, Schumacher et Frentzen, l'autre membre de l'écurie Williams, terminant tous les trois sur un pied d'égalité au millième de seconde près. Le ton de la course à venir le lendemain était donc donné. Jacques, dans quel état d'esprit abordes-tu la course demain, après cette belle qualif? Ben, très bon, là on doit encore discuter avec l'ingénieur pour s'assurer de la mise au point finale de la voiture, mais la voiture est très compétitive, surtout avec le plein d'essence et les vieux pneus. Donc si demain il n'y a pas d'embrouille au premier virage avec Michael, le reste de la course devrait bien se passer. Le départ de ce Grand Prix tant attendu aura été propre et palpitant. Les craintes de plusieurs observateurs de voir Schumacher poser un geste indécent au premier virage s'avérant non fondées. Sauf qu'aux 2 tiers de la course, Schumacher n'a pu résister à une manœuvre de dépassement audacieuse de Villeneuve. Et cette fois-là, la vraie nature du pilote allemand s'est manifestée, alors que d'un coup de roue désespéré, il tentait de sortir Villeneuve de la course, en vain cependant. C'est lui, Schumacher, qui y perdait au change, à la fois l'épreuve, le championnat et la face. Ben, j'étais très surpris. En fait, non, je le savais parce que Michael l'a déjà fait dans le passé. Lorsque j'étais à l'intérieur de lui, je pense qu'il était surpris que j'essaye de le doubler parce que j'étais quand même très loin derrière lui. Mais le dépassement était propre. Et une fois que j'étais à l'intérieur, il m'a vu et il a donné un coup de volant pour me rentrer dedans. Mais il l'a pas assez bien fait parce qu'il a cassé que sa voiture et pas assez la mienne. Ben, il y avait beaucoup de pression, mais en général, lorsqu'il faut se battre, lorsque je suis derrière et qu'il faut faire quelque chose de spécial, c'est là où je donne le meilleur de moi-même et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un moment fantastique. C'est sûr qu'il y a eu d'autres jours fabuleux, que ce soit les 500 000 d'Indianapolis, le championnat d'Indy. Mais celui-là est quand même probablement le plus spécial. Ça a été le championnat le plus difficile dans lequel j'ai participé. Tout au long de la saison, il y a eu beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de problèmes. Même si on avait une voiture très compétitive, il y a eu des moments très bas. Mais on s'est tous serré les coudes, on n'a jamais baissé les bras et on a réussi à revenir de l'avant. Regarde par ici, cette caméra est celle du Québec qui te regarde. Félicite d'abord. Comment te sens-tu? Ah ben très très bien, mais je me sentirai mieux quand je serai avec toute l'équipe et qu'on va faire un petit peu la fête. Jacques, tu as dit hier, quand je t'ai demandé de passer un message aux Québécois, ils se sont levés tôt tout au long de l'année. Ils ont eu raison finalement de se lever tôt. Oui, oui. C'est sûr que ça aurait été très frustrant de ne pas le gagner. Il y avait quand même de bonnes chances qu'on ne le gagne pas aujourd'hui, surtout avec la passe d'armes contre Michael où il a essayé de me sortir. Mais heureusement, ça s'est bien déroulé. Et aujourd'hui, c'est le résultat de beaucoup de travail, du travail qu'on a fait tout au long de la saison. Finalement, c'est accompli et c'est fabuleux. Il y en a qui m'ont demandé de te passer le message, je te le dis. Il y en a qui te trouvent beau en blond. Tu restes longtemps en blond? Oh, pour l'instant, oui. Puis tous les mécaniciens à la fin étaient en blond aussi, donc c'est bien. 1000 fois bravo. Bravissimo. Merci. Recrue de l'année en 94 en série kart, champion de la série kart, champion des 500 000 d'Indianapolis en 95, vice-champion en 96, puis recrue, puis champion de la série mondiale Formule 1 en 97. Je pense que c'est éblouissant. Il va être à peu près le seul au monde entier à avoir un curriculum vitae comme ça. Puis je pense qu'il le méritait. C'est un gars qui est calme, qui est vraiment intelligent dans ses courses. Il y a une façon de gérer ses courses qui est possiblement le 1% de tous les pilotes dans le sport automobile. Il est vraiment patient, puis en plus, il a le talent, fait qu'il le méritait. Je crois que la Formule 1 est un sport qui a une visibilité extraordinaire à travers le monde, mais il reste que les coureurs sont seuls en piste. Et malgré tout l'entourage de M. Villeneuve, il est seul à faire les exploits qu'il fait sur piste. Et ça demande... je crois que ça va chercher, ça va tous nous chercher en quelque part. Et ça mérite toute notre admiration. C'est un gars qui prendra toujours les bonnes décisions. Même lorsqu'on pense qu'il prend une décision qui est un petit peu bizarre,
Prenons par exemple le fait de se teindre les cheveux. Tout le monde a trouvé ça bizarre sur le coup. Aujourd'hui, ben, tout le monde se teint les cheveux. Donc, c'est assez rigolo de voir ça. Donc, non, c'est un gars qui est vraiment simple. Il est resté lui-même. Il n'a pas oublié ses amis d'époque. Et ça, pour moi, c'est un point qui... C'est un signe d'un grand champion. Je crois que c'est un des grands pilotes du monde. Tout le monde a l'impression que, parce que de temps en temps, il critique un peu les règlements, les choses comme ça, qu'on est contre lui. C'est pas du tout le cas. Il est, à mon avis, c'est tout ce qui devrait être comme pilote de course. C'est à eux de se plaindre si les voitures sont pas... Il veut aller au maximum, il veut que les voitures soient aussi vite que possible. C'est nous, les vieux, qui doivent freiner tout ça et dire, bon, oui, mais pas au point où ça risque, c'est trop dangereux. Mais comme personne, comme homme, je l'admire beaucoup. C'est un très bon personne. C'est fait. Fido étend son territoire à l'ensemble du Canada. Grâce à son option bimode, vous pouvez communiquer où que vous soyez, à la ville comme à la campagne. Mais Fido ne s'arrête pas là. À New York, Londres ou Hong Kong, un seul numéro griffé Fido. Pour savoir jusqu'où vous irez avec Fido, c'est simple, appelez-nous. Tu viens, Fido? Voici une nouvelle qui va vous enchanter. C'est l'événement Révolution du Nouvel An chez Honda. Pour une durée limitée, profitez d'un taux de financement de 3,8% sur nos fougueuses berlines et hatchback Civic. Aussi, 3,8% sur la spacieuse Odyssée, la CR-V superbement équipée ou encore la CR-V édition spéciale. L'événement Révolution du Nouvel An chez Honda. Hâtez-vous, la fête est déjà commencée. Chez Altamira, quand un de nos fonds n'est pas performant, nous avons à répondre à des questions exigeantes. Les vôtres. Un REER? Oui, mais comment je pourrais commencer? Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Étonnant, hein? La bourse monte ou descend? En tout temps, vous pouvez nous appeler. Nous vous donnerons des informations qui viennent directement de nos gestionnaires de fonds. Votre compagnie d'investissement peut-elle en dire autant? Altamira, nous vous aidons à prendre le contrôle. Soyons honnêtes. Pour vous, en ce moment, le plus important, ce n'est pas la durabilité et l'endurance des batteries Motomaster. Le plus important, ce ne sont pas non plus les solides garanties des batteries Motomaster. Non, en ce moment, pour vous, le plus important, c'est ça. Motomaster, la marque de batterie la plus vendue au Canada, à partir de 59,99. En vente exclusivement chez Canadian Tire. Durant le temps des fêtes, Ameublement Tanguay vous propose toute une gamme de meubles informatiques. Que ce soit pour le travailleur autonome, le bureau à domicile, l'étudiant ou tout simplement pour le plaisir des enfants, nous avons le modèle qu'il vous faut. Comme celui-ci des Industries de la Rive-Sud, c'est un modèle ergonomique avec beaucoup d'espace de rangement à seulement 299 $. Et complété avec cet ordinateur Cynix, 166 MMX offert pour Noël à 1999 $. Et comme toute la marchandise payable dans un an. La voie rapide des Garrigues fermée, c'est complètement congestionné. La circulation est une présentation de Molson Drive. Tous les accès à l'autoroute des Garrigues sont bloqués. L'attente s'étend sur plus de 7 km. Molson Drive, un monde sans arrière-goût. À l'époque des satellites, des communications planétaires instantanées et d'Internet, Jacques Villeneuve est le type parfait du nouveau citoyen du monde. Né au Québec, élevé en Suisse, résident de Monaco, il parcourt la planète entière à la poursuite de son rêve avec le grand cirque de Formule 1. Nous en avons parlé avec un professeur de communication, lui aussi célèbre et en même temps un passionné de course automobile. Il y a chez les Québécois une sorte de... on cherche la victoire par personne interposée. Les Québécois ne gagnent pas souvent. Quand ils sentent qu'il y a un des leurs qui gagne, ils s'approprient cette victoire-là, jusqu'à un certain point. Ce qui est naturel aussi, et ce qui n'est pas bête, mais
faut pas imaginer qu'il y a une identification parfaite entre les Québécois et Jacques Villeneuve. On sent très bien qu'il n'est pas québécois et qu'il n'est pas canadien. Encore là, il maîtrise parfaitement son image, je suis canadien, je suis québécois, quand il est obligé de le dire. Mais autrement, on sent très bien qu'il n'est pas enraciné. Ici, c'est un Européen. Et ça aussi, ça plaît jusqu'à un certain point, je pense, aux Québécois, de voir quelqu'un qui fait sa marque ailleurs, qui élargit, au fond, sa propre personnalité. Les gens aiment l'entendre parler, ils trouvent qu'il parle bien en français, en anglais, en italien, ce qui est une aspiration de la plupart des Québécois aussi. Hein. Même si on dit que nous parlons mal ici, il n'en reste pas moins que beaucoup de Québécois aiment ou aimeraient bien parler. Alors, cette aisance qu'il a aussi avec les médias, c'est une vedette parfaite. Même si j'ai grandi en Europe, mes souches sont canadiennes, sont québécoises, et ça ne changera jamais. Bien sûr, il a des racines. Il est déraciné depuis très longtemps. Écoutez, il était déraciné à l'âge de 2 ou 3 ans. Il n'a à peu près jamais vécu ici. Et ses amis sont là-bas, sa vie est là-bas. Il vient ici, bien sûr, il reconnaît des choses. Ce n'est pas un extraterrestre. Sa mère était très québécoise, il est resté. Alors, c'est pas un extraterrestre. Il n'en reste pas moins que c'est quelqu'un qui n'habite plus le Canada ou le Québec depuis très longtemps. En fait, il ne les a jamais habités et qui est devenu un Européen. On voit plein de gens publics, hommes ou femmes, qui ont des relations avec les médias et qui, même s'ils ont de forts tempéraments, même s'ils ont des principes très, très solides, n'arrivent pas à maîtriser les médias comme il le fait. Il sait exactement où mettre la barrière. Il sait exactement quand dire oui ou non. C'est lui qui décide. C'est absolument étonnant. C'est un garçon de 26 ans, hein, c'est pas un homme de 50 ans, et qui n'a pas beaucoup d'expérience des médias, finalement. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas l'expérience des médias qui lui donne cette force. C'est sa propre force de caractère. Ce sont ses propres principes qu'il applique face aux médias comme il applique dans la vie. Hein? Et c'est ça qui lui donne la force. Comme il a des principes extrêmement solides, il est facile, face aux médias, de simplement répéter, voilà, c'est mon principe, c'est mon principe, c'est mon principe. Mais c'est aussi un homme de plaisir. Hein? On oublie trop facilement de parler de cet homme de plaisir. Il a du plaisir à conduire. Il a du plaisir en dehors de sa voiture. Il l'a dit très souvent, il n'y a pas que la Formule 1, puis ça ne fait pas mon affaire, je fais autre chose. Il a toujours l'air un peu sévère, hein? Mais ça reste un homme de plaisir. Et ça, je pense que les gens, presque inconsciemment, le sentent aussi. Pour un publicitaire, Jacques Villeneuve, c'est un véritable rêve. Considéré comme un héros des temps modernes, son image touche tous les publics, autant les hommes que les femmes, les jeunes que les vieux. Et si un jour on le voit endosser un ou des produits, on peut être certain cependant que ce sera en accord avec sa philosophie de vie, en accord avec ses idées personnelles. Le publiciste rêve à Villeneuve, mais j'ai le sentiment aussi que l'homme rêve à Villeneuve pour ce qu'il représente de nouveaux modèles. Et je crois que Villeneuve a raison actuellement d'être dans cet état-là. Il y a beaucoup de gens qui font de la publicité, il y a beaucoup de stars, on en a énormément de porte-parole. Donc oui, Villeneuve, oui, on pourrait bien avoir Villeneuve de plus, ça serait bien. Mais je crois qu'il faut respecter, et le publicitaire que je suis respecte l'homme qu'il est et la démarche de l'homme qu'il est. Peut-être qu'il existe actuellement sur la planète un produit, une cause qui correspondra parfaitement à ce que Jacques Villeneuve incarne, mais c'est lui qui va décider, je le répète, de supporter cette cause ou ce produit. Ouais, disons que c'est un porte-parole qui est un petit peu le héros de la famille, aussi bien du plus jeune au plus âgé, en passant par les femmes, les hommes, etc. Alors, on peut dire que c'est un héros universel. Il faut qu'il veille, premièrement, parce que sa première job, c'est, comme il dit lui-même, de conduire des autos un peu plus vite que les autres. S'il a le goût de le faire, il faut premièrement qu'il y ait un intérêt de sa part, qu'il voit une association avec un produit ou un service d'un bon œil, que ça ne nuira pas à son image
Au contraire, ça va lui donner une visibilité plus grande, s'il y en a besoin. Mais au bout de tout ça, c'est une question de sous. Il ne le fera pas par simple plaisir non plus, sinon il va prendre une cause humanitaire, il va faire don de sa présence. Il ne fera pas quelque chose uniquement pour l'argent. C'est loin d'être le seul facteur. Je pense que il va rechercher un équilibre, une qualité professionnelle et, comme il se doit, des revenus correspondants. Mais c'est certainement pas le premier facteur qui va l'emporter. Sa valeur a beaucoup augmenté, évidemment. Championnat du monde, ça se traduit par une augmentation sensible de la valeur marchande d'un pilote. Est-ce qu'elle est au rendu au maximum? Je crois que non. Je crois que Jacques pourrait certainement gagner le championnat du monde à plusieurs reprises pour la même récidive prochaine, et ce qui fera augmenter encore plus sa valeur. Et d'autant plus que maintenant, Jacques est perçu comme pouvant rivaliser avec Schumacher. Il y a assez ironiquement, un pilote vaut plus cher lorsqu'il y a un autre très bon pilote avec lui que lorsqu'il est seul. C'est une anti-star. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir garder une tête très froide, une tête très intelligente, mais très froide, par rapport à tout ce qui l'entoure. Et il est véritablement le contraire de ce qu'on a connu, de ce qu'on connaît des stars actuelles. Donc pour l'instant, il se comporte comme un jeune homme qui a une profession, qui est champion du monde en Formule 1 et qui a des hobbies dans la vie qui sont, bon, on le sait maintenant, ses ordinateurs, quelques amis privilégiés, etc. Rien de plus. Pour lui, c'est tout à fait normal. C'est de l'acquis, il continue. Peut-être qu'un jour il changera, mais je ne pense pas que ce soit pour tout de suite. Ça va être difficile de cultiver la relation entre Jacques Villeneuve et le public québécois, pour une chose. Il ne sera pas présent. Il appartient à un sport qui ne rend pas l'athlète très accessible, et lui-même ne se rend pas accessible, il le dit. Il n'est pas friand des mouvements de foule. Et c'est très différent des héros qu'on a déjà connus. Guy Lafleur, on n'avait qu'à attendre à la sortie du forum à 11 h le soir pour le rencontrer. On savait qu'il nous parlerait, on savait qu'il signerait des autographes. Le Rocket a toujours vécu au Québec. Y a-t-il quelqu'un de plus accessible que Jean Béliveau qui n'a pas changé son numéro de téléphone depuis 40 ans? Est-ce qu'on va pouvoir cultiver ça avec Jacques Villeneuve? Il n'est pas souvent présent. Il ne viendra pas souvent non plus. Il va nous faire des clins d'œil de l'Europe pour dire qu'il aime bien le Québec. Mais entre venir ici et donner des poignées de main et avoir un contact chaleureux avec le public, bien, je ne suis pas certain qu'avec l'absence de Villeneuve, qu'on soit capable d'entretenir très longtemps ce mouvement d'amitié qu'on a pour lui. Ça relève du phénomène de voir le nom de Villeneuve maintenant, ce n'est plus seulement un nom en lettres majuscules, c'est un nom qui passe à l'histoire, c'est un nom héroïque au même titre que Fangio, par exemple. Quand on voulait parler de vitesse, quand on se faisait arrêter étant jeune, les policiers nous disaient « tu te prends pour qui? Pour Fangio ». Après, il y a eu peut-être Sterling Moss, il y a eu peut-être Jackie Stewart, il y a eu peut-être Senna, certainement Senna. Mais même Schumacher ne s'est pas rendu jusque-là à être un nom utilisé pour synonyme de quelqu'un qui roule vite et bien. La jeunesse québécoise qui vise l'excellence, et il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on pense, les universités en sont pleines, ils le voient sur la première marche du podium, puis ils savent que c'est possible. L'autre partie de la jeunesse qui sait que pour une raison ou pour une autre ne pourra jamais atteindre l'excellence, elle se dit, il nous représente sur la première marche du podium. Je vais vous faire une confession. J'étais pas le seul comme ça. Et je pense que tous ceux qui doutaient du talent de Jacques, c'est qu'ils étaient un petit peu en rogne, finalement, contre l'attitude qu'il avait vis-à-vis son père. Il y a beaucoup de gens de mon époque, et d'une autre époque, même beaucoup de plus jeunes, qui n'acceptaient pas très bien que Jacques ne veuille pas reconnaître l'influence de son paternel. Parce que c'est quand même Villeneuve, le nom qui a ouvert les portes en premier lieu. Alors je pense que ça nous a fait réagir de cette façon, de vouloir un petit peu amoindrir ses capacités, son talent, mais il a bien fallu se rendre à l'évidence un peu plus tard. Je pense que c'est surtout ça, et que si on était sceptique, c'était pour ça, c'était pas basé sur autre chose. Reste. Reste. Tu restes. Reste. Pour Noël, Fido vous fait un cadeau.
Il vous offre l'appareil Nokia à seulement 100 $, ainsi qu'une puce d'une valeur de 50 $, gratuite. Oui, Fido se fait beau pour les fêtes, parce que c'est vous le maître. Quelque chose de puissant m'attire vers toi. Comme si ton cœur battait au fond de moi. D'où viens-tu? Qu'est-ce qui fait la puissance d'une idée? Dans ce cas-ci, 200 chevaux. Qui es-tu? Ici Claude Saucier, à Bonjour chez vous, on dit bonjour les vacances. En décembre, nous offrons 4 voyages pour Cuba. Tous les lundis jusqu'au 22 décembre, on fait tirer un voyage pour 2 personnes. Identifiez les objets que nous mettons dans la valise ici tous les jours de la semaine à l'émission Bonjour chez vous. Et le vendredi jusqu'au dimanche, vous téléphonez pour nous donner la liste des 5 objets. Et vous téléphonez à 1-900-870-BONJOUR. 1-900-870-BONJOUR. Et bonne chance! D'où vient l'idée? Est-ce qu'une idée s'améliore lorsqu'on change de point de vue? Est-ce qu'une idée devient meilleure quand on la partage à plusieurs? Une fois sur papier, l'idée devient-elle tout à coup plus réelle? L'idée a-t-elle une existence en soi? Qu'advient-il de l'idée si le penseur la garde pour lui-même? Image Anywhere de Canon, un tournant décisif pour le travail numérique. C'est tout à qui, là? Marcel. Marcel! Il y en a qui feraient n'importe quoi pour animer leur party des fêtes. Mais cette année, pensez à Molson Mix. Dans chaque caisse, vous trouverez 6 fiches de jeux gratuites pour animer vos parties. Aucun achat requis, 18 ans et plus. Lorsqu'il s'élancera sur la piste en Australie, la fin de semaine du 8 mars, pour le premier Grand Prix de la saison 1998, la monoplace de Jacques Villeneuve portera le numéro 1. Il défendra son titre de champion du monde. Philippe Crépeau, est-ce que ce sera difficile pour lui de répéter l'exploit de 1997? Sûrement, parce qu'en 97, Jacques avait la motivation de remporter son premier championnat du monde, ce qu'il a fait. Il était le favori. Alors qu'en 1998, il devra le défendre. Et c'est pas du tout évident. Surtout quand on connaît la personnalité de Jacques, il devra certainement se battre. Surtout que Ferrari sera encore l'équipe qui devrait donner le plus de problèmes à Williams, parce que 98, théoriquement, c'est la dernière année du plan quinquennal établi par Jean Todt, le directeur sportif de Ferrari. Et Ferrari veut absolument gagner le championnat du monde en 1998. Si elle ne le fait pas, ce sera une grande déception. Et les nouveaux règlements? Alors, les nouveaux règlements, c'est le point d'interrogation. On sait que la FIA a toujours voulu mettre le point sur la sécurité, c'est important. Et quand Ayrton Senna est mort en 1994, là, on a établi tout un train de mesures en sécurité passive, les circuits, et en sécurité active, les voitures. Et en 1998, ça va être extrêmement spectaculaire. D'ailleurs, à l'œil nu, on le voit la différence sur les voitures. Alors justement, pour comprendre ces règlements et pour savoir ce qui va se passer, ce qui va changer, je vous ai préparé ce reportage. Sous le règne de Max Mosley, le président de la Fédération internationale de l'automobile, la Formule 1 a subi de profonds changements. En 1993, l'élimination de la suspension active et de l'antipatinage. En 1995, la réduction des moteurs, 3,5 litres à 3 litres, et la diminution des appuis aérodynamiques. Pour 1998, la FIA a pris 3 mesures. La standardisation des freins, avec pour seul alliage l'aluminium et la diminution de la taille des disques à 28 mm. La réduction de la largeur de la voiture de 20 cm, 10 cm par demi-train. Notez la position plus compacte des pneumatiques avec le rétrécissement des suspensions. Une modification bien visible sur cette image avec la McLaren 1997 durant les essais du Grand Prix d'Espagne et la Prost 98 au début du mois dans le même virage à Barcelone. Les ingénieurs ont dû dessiner de nouvelles coques, car la cellule de survie du pilote est, elle, élargie, ce qui va donner, comme on le voit ici sur cette coupe, plus de place pour les jambes du pilote. Et également le retour imposé et controversé des pneus rainurés pour piste sèche. 3 rainures longitudinales à l'avant et 4 à l'arrière. Ces pneus ont moins de surface de contact au sol, et la perte d'adhérence sera d'environ 20%, soutient-on chez Prost Grand Prix.
il y a danger. L'accident d'Olivier Panis en juin à Montréal l'a mise en lumière. Le fait que le pneu devient plus étroit dû aux rainures fait en sorte qu'en ligne droite, les Formule 1 vont aller chercher une vitesse beaucoup plus rapidement. Donc, dans cette portion-là, comparativement à des pneus slick, si on avait eu des pneus rainurés, la voiture aurait tout simplement gagné peut-être un 10 km/h de plus et aurait négocié ce virage-là de la même façon. Donc, dans le cas d'un dérapage ou d'un pépin, la voiture, ayant des pneus plus étroits, aurait eu moins de ralentissement parce que moins de contact avec le sol. Les écuries à grand budget seront au départ avantagées. Elles peuvent investir énormément dans la première phase de développement, l'étape vitale pour que la voiture n'ait pas de défaut de conception. Comptez sur les ingénieurs pour interpréter les règlements afin de maximiser les performances. Aux premiers essais d'hiver qui ont eu lieu au début du mois en Espagne, les écuries avaient des voitures hybrides, châssis 1997 modifiés, avec des pneus rainurés. Simple familiarisation. Jacques Villeneuve a tourné en 1 minute 24, c'est-à-dire à 8 secondes du temps de sa pole position du Grand Prix d'Espagne le 24 mai dernier. Là où le changement est le plus évident, c'est dans les courbes. Les Formule 1 sont moins stables en sortie de virage. En ligne droite, les voitures sont plus rapides, car une voiture plus étroite améliore la pénétration dans l'air et donc la vitesse. La FIA pense que pour pallier le manque d'adhérence, les pilotes devront utiliser plus d'appui aérodynamique, ce qui réduirait automatiquement la vitesse. Les entreprises de pneumatiques, Goodyear et Bridgestone, ont un défi à relever. Elles devront trouver le meilleur compromis pour conserver le maximum d'adhérence tout en minimisant les risques de décrochage, en tenant compte de nouveaux paramètres. L'usure des pneus, par exemple. Comment s'assurer que la profondeur réglementée des rainures restera la même après 300 km de course? La FIA devra être vigilante. Les pilotes devront, il est certain, s'adapter à ce nouveau style de pilotage, plus sensible, moins contrôlé. L'expérience, les réflexes, le doigté vont clairement établir la hiérarchie. Pour l'instant, ces modifications profondes effraient les pilotes. Michael Schumacher, Olivier Panis, Jacques Villeneuve ont émis des réserves. Il faut dire que changement est synonyme d'inconnu, et les meilleurs pilotes n'aiment pas ça. Les champions du monde sont généralement peu favorables à ces changements, ne serait-ce que parce que quand vous détenez une formule gagnante, vous accueillez pas avec de façon très positive le fait que quelqu'un veuille la changer pour niveler ou égaliser. Donc, vous avez travaillé très fort pour être là où vous êtes. Et toute tentative de nivellement n'est pas toujours reçue avec beaucoup d'enthousiasme. Par la suite, ce qu'on a vu dans le passé, c'est que les meilleurs restent les meilleurs pilotes restent les meilleurs pilotes, et les meilleures équipes restent quand même au sommet. Seule la sécurité importe aux yeux du président de la FIA. Max Mosley pense, à juste titre, que la Formule 1 peut être tout aussi spectaculaire, tout en étant plus lente, pour que les pilotes aient le maximum de chances de s'en sortir en cas d'accident. Mais la Formule 1 sera-t-elle pour autant plus sûre? Personne ne le sait pour le moment. Je les regarde très souvent à la télévision, d'ailleurs c'est très facile, elles sont transmises dans le monde entier, alors que je sois, qu'il y a un Grand Prix, que ce soit celui au Brésil, ou que ce soit celui du Canada ou du Japon, je le vois quelque part. Et naturellement, tous ces pilotes, comme notre ami Villeneuve, font partie d'une toute petite élite qui sont adorés partout dans le monde, et naturellement, d'un circuit à l'autre, on les suit. C'est une chose extraordinaire. C'est un garçon extraordinairement doué, n'est-ce pas, pour avoir fait une ascension en si peu de temps. C'est extraordinaire, je veux dire, c'est assez unique même. Donc c'est sûr que je ne pense pas que ce soit un phénomène au Québec, c'est un phénomène en soi, et nous sommes tous extraordinairement impressionnés par ses performances et par la classe, disons, à laquelle il est arrivé en si peu de temps. Après la pause du plateau de Sesame Street à New York, Céline Dion nous parle de Jacques. Reste. Reste. Tu restes. Reste. Pour Noël, Fido vous fait un cadeau. Il vous offre l'appareil Nokia à seulement 100 $, ainsi qu'une puce d'une valeur de 50 $, gratuite. Oui, Fido se fait beau pour les fêtes, parce que c'est vous le maître. Doté d'un moteur 4 cylindres de 150 chevaux, la nouvelle Accord permet les plus belles escapades. Et grâce à sa suspension révolutionnaire, elle se manie comme un charme. Avec son allure des plus raffinées et son espace intérieur accru,
On voulait seulement la voir de plus près. Elle a tout pour plaire. La toute nouvelle Accord, séduisante et abordable. La nouvelle puissance Honda. Quand l'inspecteur Fowler mène l'enquête, il y a des mystères, de l'intrigue, des disparitions. Ne manquez pas en rafale et en primeur de drôles de rencontres. Des coups fumants, des actes d'héroïsme. C'est ça, la vie de policier anglais. Vous êtes tous en état d'arrestation. Allez, tout le monde au poste. Dès lundi 22 décembre... Tu as été créé pour accomplir de grandes choses. Sur le parcours de ta vie, la médiocrité n'existe pas. Tu as le pouvoir d'agir, de choisir et d'aimer. Jamais il n'y a eu un être semblable à toi. Unique. Tu es unique. Même si parfois la solitude t'a envahi, même si tu as pleuré, tu as rejeté l'échec et le courage ne t'a pas abandonné. Aujourd'hui, ta destinée t'appartient comme au premier jour. Sache que tu es le meilleur. Le monde te regarde et attend pour t'applaudir. La voie rapide des garis fermée, c'est complètement congestionné. La circulation est une présentation de Molson Drive. Tous les accès à l'autoroute des garis sont bloqués. L'attente s'étend sur plus de 7 km. Molson Drive, un monde sans arrière-goût. Céline, on est ici pour parler de Jacques Villeneuve. Ça fait bizarre d'être avec Céline Dion pour parler de quelqu'un d'autre. Bien, ça me fait plaisir. Mais Jacques Villeneuve, il est rendu pas mal haut, là. Hein? Mais écoutez, Jacques Villeneuve, c'est quelqu'un que René et moi, comme tous les Québécois, comme plein de monde à travers le monde, on admire beaucoup. J'ai jamais eu la chance de le rencontrer encore. J'espère qu'un jour, ça viendra assez rapidement. Mais c'est quelqu'un que j'admire énormément parce qu'il est très focus, puis il se concentre, puis il sait ce qu'il veut, puis il n'a pas peur. C'est une personne assez agressive quand même, j'aime ça. Mais j'ai vu, évidemment, je suis quand même un peu sa carrière. Bon, j'ai vu le Grand Prix d'Autriche, évidemment. Et puis j'ai vu dernièrement le Grand Prix d'Espagne. Je pense qu'on est tellement fiers de lui. Ça a été une course vraiment excitante, très énervante surtout, mais on est bien fiers de lui. Puis j'espère, dans le prochain futur, d'avoir la chance de le rencontrer. Je pense que René serait très fier aussi. Céline, la plupart des Québécois nous disent qu'il y en a deux top maintenant à travers le monde. Il y a Céline Dion et Jacques Villeneuve. Si vous rencontriez Jacques et que vous aviez à lui dire comment vivre ça, d'être une vedette sur le plan international? Bien, je pense pas que j'ai des conseils à lui donner. Je pense que Jacques sait très bien où il s'en va. Je pense que tout le monde vit des choses à leur façon. Je pense qu'il est en contrôle complètement, pas uniquement de sa voiture, mais de ses émotions. Sa tête est là. J'ai pas besoin de donner aucun conseil, mais évidemment, moi, ce que je vis, c'est extraordinaire et je pense que lui, Jacques, vit, c'est extraordinaire aussi. Et quand on est né pour faire ce qu'on fait, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Personnage fascinant, secret, défendant jalousement sa vie privée, passionné de course automobile, mais aussi d'informatique, de musique et de plein air, Jacques Villeneuve est un homme immensément sympathique et qui est resté naturel, proche des gens, malgré son statut de vedette internationale. Et c'est pour cela qu'il exerce cette espèce de fascination sur les gens. Homme libre, il n'hésite jamais à dire ce qu'il pense ou à taire ce qu'il n'a pas envie de dire. Ce que l'on souhaite tous, dans le fond, c'est que Jacques Villeneuve demeure ce qu'il a été au cours de cette année 1997, un champion. Bon, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais c'est aussi à la fois quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un qui a ses passions, qui sont pas nécessairement que dans ce qu'il fait comme métier. Il y a des passions ailleurs. C'est quelqu'un qui vit, une force de caractère exceptionnelle. Je suis un fan. Le milieu artistique et le milieu du sport, c'est deux milieux qui se sont toujours côtoyés, ça. C'est des gens qui donnent des spectacles, en fin de compte, au sens large du terme. Donc, on a affaire avec
des publics différents, des femmes. C'est deux milieux qui se ressemblent beaucoup. C'est un gars qui m'impressionne beaucoup parce qu'il est vraiment dans sa bulle, il est vraiment dans son monde. Puis pour faire face à tout ça, les journalistes, tout ce qui l'entoure, là, il fait bien ça. Il a une force mentale assez impressionnante. On a toutes les raisons du monde d'être heureux de l'avoir parmi nous parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de pays qui aimeraient se vanter d'avoir un champion du monde et aujourd'hui, on en a un. Nous autres, on est fiers de lui en tabarouette, en tout cas. Si moi j'aime les voitures et il aime la musique, alors il faut qu'on se rencontre. Je pense pas que lui ait changé. Sûrement le regard des autres autour de lui a changé, mais je pense que c'est un gars qui fait son métier, qui aime faire ce qu'il fait. Il doit être très heureux de gagner sa vie et de bien gagner sa vie dans un domaine qu'il aime, mais une fois que la job est finie, ben, c'est ça, il redevient ce qu'il est toujours. Bien, Jacques, j'ai hâte de te rencontrer. C'est super beau. Je suis très fière de toi, comme tous les Québécois, comme tout le monde. Tu suis René et moi à travers les courses magnifiques que tu fais. On est avec toi all the way. Lâche pas. Puis j'espère de te rencontrer pour pouvoir te serrer la main. Et puis, fais bien attention à toi. Sois prudent. Serrer la main et un petit bec? Ben, c'est sûr. Toujours à vos côtés, par Molson Dry, une bière sans arrière-goût pour un monde sans arrière-goût. Et par Honda, conçue et construite sans concession. Ici Radio-Canada. En beau sapin, roi des forêts, que j'aime tant parure. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Les plus belles chansons de Noël. Marie-Michel Desrosiers chante les classiques de Noël, en vente dès maintenant. Voici l'Ultra de Braun Oral-B. Toute la différence est dans la tête. En effet, la tête de brosse compacte enlève plus de plaques qu'une brosse à dents manuelle. Recommandée par plus de dentistes que toute autre brosse électrique. L'enlève-plaque dentaire Ultra de Braun Oral-B. C'est pas parce que c'est bon qu'il faut abuser. Ça fait plus de 15 ans que la brasserie Labatt nous encourage à la modération. Que vous en consommiez, oui, mais pas avec excès. Parce que, voyez-vous, généralement, le problème, c'est pas d'en prendre. Le problème, c'est d'en prendre trop. La prochaine fois que vous aurez le goût de fêter, souvenez-vous-en, c'est à vous de tracer votre ligne de conduite.
Durant le temps des fêtes, Ameublement Tanguay vous propose toute une gamme de meubles informatiques, que ce soit pour le travailleur autonome, le bureau à domicile, l'étudiant ou tout simplement pour le plaisir des enfants. Nous avons le modèle qu'il vous faut. Comme celui-ci des Industries de la Rive-Sud, c'est un modèle ergonomique avec beaucoup d'espace de rangement à seulement 299 $. Et complété avec cet ordinateur Cynix, 166 MMX offert pour Noël à 1999 $. Et comme toute la marchandise payable dans un an. Quelle est l'idée la plus brillante depuis la Snake Light? La nouvelle Mini Snake Light. Elle se faufile partout et jaillit de partout. La Mini Snake Light de Black & Decker. On se faufile, on se... Très malin, Black & Decker. Ici Radio-Canada. Une entreprise qui a déjà branché près de 1000 écoles du Québec sur Internet permet à nos élèves d'étudier le monde. Cette entreprise, vous la connaissez bien. Belle. Votre restaurateur Maison Provigo et son programme Au menu ce soir est heureux